Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle webconférence organisée par Team Intelligence. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Team Intelligence, c'est une école spécialisée dans la pratique du coaching d'équipe et d'organisation. Nous formons des consultants, des formateurs, des facilitateurs, des coachs, des managers, des professionnels des ressources humaines à la pratique du coaching d'équipe et d'organisation et uniquement sur ces deux sujets et tous les sujets qui pourraient effectivement intéresser les personnes se formant à ces disciplines. On est ensemble pour une petite heure, 56 minutes si on respecte le timing, pour parler aujourd'hui donc de sécurité psychologique en coaching d'équipe. Et pour cette occasion, Marine Prévost nous a fait l'amitié de venir parler de cette spécialité dont elle parle par ailleurs dans cette merveilleuse formation qu'elle anime chez Team Intelligence, mais dont on reparlera plus tard. J'ai suffisamment causé pour ce soir. Marine, je te propose de prendre la suite et la parole. Ça marche. Alors, bonjour à tous. J'ai repéré quelques têtes que je connais. Sinon, je me présente. Je suis coach individuel et d'équipe, euh, formée il y a bien longtemps chez Team Intelligence. Et aujourd'hui, j'interviens dans différentes entreprises, mais surtout dans une entreprise dont je suis responsable, dans laquelle je suis responsable du coaching SNCF. Alors, je vais partager mon écran, sachant que une fois que je le partage, je ne vois plus personne parce que j'ai une version web de Zoom. S'il faut vraiment m'arrêter, je vous demande de crier très fort, comme ça je peux m'arrêter. Alors toutefois, moi je continue à vous voir et j'ai également accès au chat, donc je peux aider Marine si nécessaire. Si vous avez des questions, je ferai le relais. Alors là, c'est bon, vous voyez? Ouais. OK. Alors, on va aborder dans nos 50 et quelques minutes le concept de sécurité psychologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui en a parlé? Comment? Les implications pratiques en coaching d'équipe, ce que je vous propose d'en tirer. Je vais vous faire une proposition et on pourra en discuter après. Comme tout concept, il a des limites également. En dernière partie, je vous inviterai à quelques points de vigilance par rapport à ce sujet. Alors, pourquoi parler de sécurité psychologique aujourd'hui? Bon, je ne vais pas vous faire tout le laïus sur monter des incertitudes, monde VUCA, etc. Mais je le cite quand même. On a une instabilité géopolitique, une instabilité politique aussi, une sorte de crise de la gouvernance, crise du leadership, euh, avec une recherche de nouveaux modes de gouvernance, de nouveaux modes de leadership. On a aussi des choses beaucoup plus classiques hein, qui sont dans les entreprises, une recherche assez fréquente de nouveaux modèles. Si on prend les grandes entreprises, elles sont en recherche d'efficacité, d'adaptabilité, avec des structures qui peuvent comporter des dérives bureaucratiques. Si on regarde plutôt des petites entreprises en croissance, on va être dans la recherche de modèles plus robustes à partir de structures qui sont plus charismatiques. Donc tout ça, c'est du changement et qui dit changement dit changement dans les structures de relations, dans les systèmes relationnels. Et à chaque fois qu'on change les systèmes relationnels, il faut trouver de nouveaux cadres symboliques pour pouvoir fonctionner ensemble, pouvoir vivre ensemble, pouvoir travailler ensemble. Euh, donc, le concept de sécurité psychologique, c'est une proposition d'un nouveau cadre pour fonctionner ensemble. Euh, on dit sécurité psychologique, mais ce dont je vais parler, c'est la sécurité psychologique sous l'angle organisationnel, sous l'angle fonctionnement d'équipe, qui a été largement euh, définie et aussi développée à travers différentes recherches, dont trois dont je vais vous parler. Les recherches de Amy Edmondson, un projet empirique, une recherche interne chez Google qui s'est appelé le projet Aristote, et puis des apports complémentaires d'un autre consultant et chercheur, Timothy Clark. Alors,
Nouveau cadre, donc la sécurité psychologique, qui promet deux choses, euh, plus d'adéquation à la réalité extérieure et aussi plus de richesse et d'épanouissement individuel. Toutes ces recherches, qu'elles soient académiques et empiriques, partent du principe que aujourd'hui, la sécurité psychologique est à la fois très fragile et indispensable dans des contextes incertains et interdépendants. Alors pourquoi elle est fragile? Parce que s'il y a de l'incertitude, s'il y a de la complexité, s'il y a de l'interdépendance, eh bien, on est plus sujet à se sentir menacé. Se sentir menacé, ça veut dire qu'on va avoir notre système d'amygdale qui va déclencher des réactions de survie. Et plusieurs éléments relationnels peuvent nous insister sur la menace, donc par exemple les remontrances d'un chef ou le mépris d'un subordonné ou la concurrence d'un collègue va être vécue comme ultra menaçant et déclencher donc des systèmes de combat, fuite et ou sidération qui vont inhiber notre pensée stratégique, inhiber notre capacité à réguler nos émotions, etc. Donc, ce système, il est tout à fait positif si on réagit à une menace mortelle, mais il est beaucoup moins intéressant dans un contexte où justement on a besoin de pensée stratégique. D'où l'importance de travailler sur la sécurité psychologique qui va permettre de baisser le niveau de peur et donc de réaction de survie. Donc on est vraiment dans ce contexte de qu'est-ce qui est utile aujourd'hui. Alors je commence par Amy Edmondson qui, en 1999, propose une définition de la psychological safety. Alors, la traduction française dit sécurité psychologique, alors qu'en anglais, on a une différence entre safety et security. Safety, c'est plutôt un climat, une émotion, alors que security fait plutôt appel à l'institution, des règles, des outils de sécurité, des gardes, etc. Donc, on n'est pas exactement sur la même notion dans la traduction française, mais toujours est-il qu'on dit quand même sécurité psychologique en français. Donc, la psychological safety, c'est une croyance partagée selon laquelle l'équipe constitue un espace sûr pour prendre des risques interpersonnels. Alors, on parle vraiment de croyance partagée, donc c'est un climat où on peut partager une idée, révéler une erreur également, partager un désaccord, sans peur d'être jugé, humilié ou puni. Dans un climat de sécurité psychologique, on va avoir une absence de peur immédiate, le sentiment que les relations sont sécures et la possibilité d'être soi-même sans danger relationnel. Et ce que dit Amy Edmondson, c'est que la sécurité psychologique, c'est un socle absolument indispensable pour développer l'apprentissage collectif et développer aussi la performance adaptative. Ce qu'elle va repérer, c'est que dans des environnements où il n'y a pas de sécurité psychologique, les individus se taisent, même lorsqu'ils remarquent des erreurs. Les équipes deviennent rigides et défensives, et on n'apprend pas des erreurs, donc les erreurs ne sont pas corrigées. Et puis, à l'inverse, dans des environnements où il y a de la sécurité psychologique, les erreurs sont source d'apprentissage, les équipes s'ajustent, coopèrent, inventent, et on a de la performance à la fois durable, humaine et adaptative. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc là, je résume ce qu'on a avec et sans, avant, après. Donc, sans sécurité psychologique, silence, peur du blâme, erreur cachée, hiérarchie rigide, innovation freinée. Et avec sécurité psychologique, expression ouverte des problèmes, erreur analysée et corrigée, collaboration horizontale, innovation fluide et partagée. Alors, elle donne un certain nombre de leviers qui sont managériaux. On verra ensuite les leviers du coach.
donc des leviers qui sont setting the stage, définir le cadre. Donc définir que, enfin dans cette définition du cadre, il y a la notion de normaliser l'incertitude et normaliser le tâtonnement, le risque d'erreur. Donc c'est dire des choses comme on va apprendre en marchant, c'est normal qu'il y ait de l'incertitude, etc. Ensuite, on a invité à la participation, donc aller chercher les voix, les écouter. Et pour les écouter, il faut aller les chercher si ça n'est pas dans les habitudes. On a répondre par l'appréciation, c'est-à-dire même quand il y a une erreur qui est révélée, plutôt que de dire ben, vous auriez dû savoir ou d'insister sur l'erreur, au moins dans un premier temps, remercier que le sujet soit soulevé. Et puis, enfin, le dernier levier qui est fondamental, c'est modéliser la vulnérabilité, c'est-à-dire se montrer soi-même en tant que leader faillible. Je n'ai peut-être pas tout compris. Pouvez-vous m'aider, etc., etc. Ce qui est hyper important, c'est que elle place la sécurité psychologique pas du tout sur l'idée d'une sorte de bienveillance molle. Il y a une nécessaire cohabitation entre haute sécurité psychologique, on peut parler librement, et haute exigence. Donc, on vise la performance. Donc, la sécurité psychologique devient intéressante et devient source de performance si il y a une quête commune et des objectifs communs qui tirent vers le haut. Donc, c'est les deux ensemble. Ensuite, donc ça date de 1999. Le projet Aristote chez Google, vous en avez peut-être déjà entendu parler, a donné une légitimité empirique à la sécurité psychologique, puisque Google, donc à l'époque considérée comme une des entreprises les plus innovantes, lance une grande étude pendant 2 ans pour essayer de comprendre pourquoi certaines équipes avec des individus moyens surperforment et d'autres équipes qui réunissent des stars peuvent avoir des résultats pauvres. Donc, ils appellent ce projet Aristote, du nom du philosophe, donc, qui a dit le tout est plus grand que la somme des parties. Donc, ils essayent de comprendre pourquoi et comment. Ils vont analyser des fonctionnements de 180 équipes, des tonnes de données, et faire jouer un certain nombre de variables comme la diversité, comme le style de leadership, comme le nombre d'amis dans l'équipe, les personnalités. Et ils s'attendent à voir ressortir des variables individuelles, des facteurs individuels ou des facteurs dans la structure du travail. Dans la structure du travail. Et ils sont très étonnés de voir autre chose sortir. Et en premier lieu, la sécurité psychologique comme premier facteur qui va permettre au tout d'être plus grande que la somme des parties. Alors, ils prennent la même définition que Amy Edmondson, c'est-à-dire la capacité à oser dire, oser relever des erreurs, oser dire des désaccords, sans peur pour soi, sans peur pour sa carrière, sans peur pour la relation. Donc, il y a d'autres facteurs qui viennent renforcer la fiabilité relationnelle, c'est-à-dire que je peux compter sur mes collègues, la structure et la clarté des rôles, des objectifs, de comment on va y arriver, du cap, le sens, est-ce que mon travail a un sens, et l'impact. Mais le premier, c'est la sécurité psychologique qui est vue vraiment comme le socle invisible de la performance collective. Et alors enfin, pour terminer le panorama sur qu'est-ce que veut dire ce concept, en 2020, on a un autre, à la fois consultant et chercheur américain, qui va enrichir les travaux de Amy Edmondson en donnant une échelle de maturité collective sur la sécurité psychologique. Ce qu'il montre, c'est que on ne part pas de rien pour arriver au tout de suite. Il y a besoin de traverser un certain nombre d'étapes pour pouvoir arriver à l'entreprise innovante avec la capacité de remettre en cause le statu quo, etc. Et ce qu'il dit, c'est que, enfin, il est comme Amy Edmondson, il dit que déjà la base,
de la sécurité psychologique, d'une culture de sécurité psychologique, c'est une culture où la vulnérabilité est encouragée versus une culture où la vulnérabilité est punie. Donc, culture où la vulnérabilité est punie, c'est là où on va avoir des comportements défensifs. On a vu tout à l'heure des comportements de survie et donc où on protège son image. Et donc là, déjà, c'est un élément quand même important qui invite à regarder comment nos organisations fonctionnent. Donc vraiment, il insiste sur une culture où on encourage la vulnérabilité. Ce qu'il dit ensuite, c'est que la première étape, la première marche, c'est la sécurité d'inclusion. Je me sens inclus, je me sens appartenir, où on va répondre aux besoins fondamentaux d'appartenance et de dignité. Puis ensuite, on peut passer à la deuxième marche, où il y a la sécurité d'apprentissage, où là, on peut se faire du feedback, on peut parler de ses erreurs, on peut se mettre en position vulnérable et apprendre. Et là, on va répondre aux besoins fondamentaux de curiosité, d'exploration, d'apprentissage, de test and learn. Et une fois qu'on a ça, on peut passer à la troisième étape, qui est celle de la contribution. Sécurité pour contribuer. Je sens que je peux apporter mes idées, je peux contribuer avec mes compétences, être valorisé. Et là, on va répondre aux besoins fondamentaux d'utilité et d'autonomie. Et enfin, si on a traversé ces différentes étapes dans une organisation, on peut arriver à la challenger safety, c'est-à-dire la possibilité de remettre en cause le statu quo, de remettre en cause les habitudes, sans être considéré comme le vilain petit canard et sans peur pour soi. Et donc là, on répond aux besoins de sens, aux besoins oui, de sens et de courage dans l'existence. Donc on a cette échelle de maturité collective et ce qu'il dit, c'est que en anglais, dans le texte, il dit inclusion before influence, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de rechercher l'influence si on n'a pas déjà l'inclusion. On peut se mettre à commencer à influencer, oser remettre en cause, lorsque déjà on se sent appartenir. Donc avec ces trois approches, les premiers travaux d'Amy Edmondson, la validation empirique opérationnelle chez Google et puis les apports de Timothy Clark, on a un bon panorama de ce qu'il y a derrière le concept de sécurité psychologique. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire de façon pratique pour le coach d'équipe? Alors là, je vous ai fait un petit programme en 4 étapes. Alors dans un monde tout à fait logique, on ferait les étapes les unes derrière les autres. Évidemment, dans la pratique, tout est souvent mélangé et on peut commencer par le numéro 3 avant d'arriver au numéro 1 et 2. Donc, il me semble qu'il y a 4 éléments importants si on veut co-créer la sécurité psychologique dans les équipes. C'est d'abord l'observation, le travail avec le manager et ou l'équipe dirigeante. Qu'est-ce qu'on peut faire dans les séances de coaching elles-mêmes et dans la pré-séance? Et enfin, la mesure. Alors déjà, l'observation in vivo du fonctionnement d'équipe et de la structure et de la culture organisationnelle. Alors l'observation in vivo, comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va observer? Des éléments intéressants à observer, c'est le fonctionnement en réunion, par exemple, les pratiques d'évaluation, les pratiques de feedback, les non-dits. Alors pourquoi je dis le fonctionnement d'équipe et aussi de la structure et de la culture organisationnelle? C'est que la structure et la culture organisationnelle, ça va surdéterminer les comportements. La structure et la culture, c'est un certain nombre de valeurs instituantes qui surdéterminent finalement la possibilité d'émergence de certains comportements et l'interprétation qu'on va faire des comportements. Alors souvent, ces valeurs, elles sont non conscientes, mais elles définissent pourquoi une organisation fonctionne de cette manière-là et qu'est-ce qui est important dans l'organisation. C'est quoi la bonne organisation? Et on voit qu'on a différents types de structures
Et pourquoi c'est important d'observer cette structure, hein, enfin, on l'observe à partir de différentes pratiques, c'est qu'il y a des structures et des cultures organisationnelles qui ne sont pas, a priori, totalement compatibles avec la notion de sécurité psychologique telle que définie par Edmondson. Et donc, ça va créer des tensions. Ça va créer des tensions. Et nous, si en tant que coach, on arrive la fleur au fusil pour dire, allez, on va créer une super belle sécurité psychologique, on peut voir que ça frotte. Donc, ça va être intéressant de voir, il peut y avoir des désirs, des manifestes hein, de sécurité psychologique, mais ce n'est pas forcément toujours en ligne avec la structure organisationnelle. Et il faut qu'on respecte ça, il faut qu'on observe aussi les tensions. Alors, je vais prendre deux exemples hein, pour être plus concret. On peut avoir des structures charismatiques, j'en ai parlé en introduction. Dans la structure charismatique, il y a l'utopie qu'on a un leader, un génie, un messie qui emmène tout le monde. Et dans cette structure-là, les réunions, c'est pas des lieux d'élaboration, c'est plutôt des lieux où on va transmettre les directives du leader et puis il s'agit de le suivre. C'est pas ce qui n'est, ça n'est, le désaccord en soi n'est pas favorisé. Les pratiques de feedback sont très duelles et puis les pratiques d'évaluation, c'est surtout est-ce qu'on plaît, est-ce qu'on est dans la ligne, est-ce qu'on est dans le modèle du leader ou pas. Donc, a priori, lorsqu'on cherche à mettre de la sécurité psychologique dans des équipes, dans ce type d'organisation, on va trouver des tensions. Pareil pour une autre structure, par exemple la structure bureaucratique. La structure bureaucratique, c'est lorsque les objectifs secondaires de l'organisation vont devenir les objectifs primaires. C'est-à-dire qu'on va perdurer, enfin l'objectif de faire perdurer l'organisation devient primaire. On oublie l'objectif de performance et la fonction va devenir l'objectif primordial. Donc, dans cette structure-là, c'est pareil, les réunions, ce n'est pas des lieux d'expression individuelle, c'est des lieux de transfert d'informations descendantes et remontantes dans le meilleur des cas. Et c'est pareil, l'expression individuelle qui est le socle de la sécurité psychologique n'est pas forcément le nec plus ultra dans ce type de structure. Donc, tout ça, ça va créer des tensions. Ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher le sujet de la sécurité psychologique, mais juste observer qu'on peut avoir différentes valeurs qui frottent. Et ça va changer aussi la façon dont on approche le collectif. Et je vous invite à ne pas être trop volontariste sur ce sujet parce que ça ne change pas d'un seul coup. On peut avoir des modèles qui vacillent et des envies d'autre chose, mais il faut aussi respecter le modèle initial parce que, quoi qu'on en dise, il apporte aussi de la stabilité et de la sécurité, un autre type de sécurité. Alors ensuite, le travail avec le manager et l'équipe dirigeante. Je reprends une phrase de Timothy Clark qui dit, en anglais donc, "When it comes to psychological safety, you either lead the way or get in the way." Donc il est assez confrontant avec les leaders, c'est une phrase qu'il adresse aux leaders et managers, en disant que soit on mène le sujet, sur le sujet de la sécurité psychologique, soit on devient un obstacle. Donc, en tant que manager, soit on est leader sur ce sujet, soit on est un obstacle. Donc, ça invite forcément à travailler avec le manager de l'équipe ou l'équipe dirigeante dans certaines entités. Alors, pourquoi c'est important de travailler avec le manager? C'est que, aussi, par rapport à ce que je disais juste avant, le manager, c'est celui qui va sentir le plus ces tensions entre modèle organisationnel et autres désirs de plus de sécurité psychologique. Ces tensions, elles vont se ressentir, il va sentir des choses qui frottent en lui, puisqu'il est en même temps là pour faire perdurer un système et peut-être aussi pour le challenger. Si il subit ces tensions sans les comprendre, il va probablement avoir des comportements incohérents et pas pouvoir jouer son rôle
d'impulsion sur la sécurité psychologique. Donc, c'est intéressant de travailler avec lui pour lui permettre de mettre à jour les tensions dont il peut être le siège. Et puis, d'un point de vue encore plus de construction individuelle, forcément, plus le manager est sécure lui-même, plus il va pouvoir jouer son rôle sécurisant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sécure? Ça fait appel aux théories de l'attachement de Bowlby, qui explique comment le style relationnel se forge au fur et à mesure de nos premiers liens d'attachement et de la stabilité de ces premiers liens d'attachement. Et que dans le meilleur des cas, on développe un style d'attachement sécure, c'est-à-dire qu'on développe une base de sécurité intérieure qui fait que même si l'environnement est insécure, on peut continuer à se sentir en sécurité. Donc forcément, plus le manager, lui, a un style relationnel sécure, plus ça va être favorable. Maintenant, en coaching d'équipe, on ne va pas accompagner le manager pour retraverser l'histoire de ses liens d'attachement, mais la plupart des êtres humains ont à la fois des fragilités, des insécurités et une base de sécurité. Et donc, on va l'aider lui-même à se mettre dans des positionnements et dans un système relationnel où il va pouvoir s'appuyer sur ses ressources plutôt que sur ses fragilités sur le sujet de la sécurité. Donc, ce travail avec le manager, il est essentiel parce que c'est difficile quand même de mettre en place de la sécurité psychologique dans une équipe si le manager n'est pas dans le coup. Alors, dans les séances de coaching d'équipe elles-mêmes, une fois dans un monde idéal qu'on a bien travaillé avec le manager, alors évidemment, ça peut souvent se faire dans le sens inverse, hein, trois éléments dans l'ordre qui sont importants. Alors, dans la séance de coaching d'équipe, ce qui me semble vraiment important pour le coach, c'est d'instaurer et de co-créer avec l'équipe accompagnée un cadre contenant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un cadre contenant? Ça veut dire des règles de communication, un champ d'intentionnalité pour le coaching. C'est tout ce qu'on fait au démarrage avec les alliances de partenariat, par exemple. C'est ramener ces règles lorsque c'est nécessaire. Et bien souvent, les équipes n'ont pas créé, en fait, n'ont pas explicité ce cadre. Et donc, le coach peut être là pour rendre explicite un certain nombre de choses. Dans ce cadre contenant aussi, il y a la nécessité de créer une enveloppe groupale. Alors, l'enveloppe groupale, c'est un concept d'un psychanalyste qui s'appelle Anzieux et qui dit que tant que le groupe, l'équipe ne s'est pas constitué une enveloppe, c'est comme une peau, on n'a qu'un agrégat d'individus et cet agrégat d'individus va avoir des stratégies individuelles, des stratégies d'alliance, etc., pour survivre par rapport à la multitude. Mais du coup, on n'aura pas de fonctionnement d'équipe. Donc, comment on crée cette enveloppe groupale? C'est pas forcément en niant la conflictualité, au contraire, on peut la faire s'exprimer, mais en la ramenant toujours au sujet collectif, c'est-à-dire en posant des questions comme comment on peut exprimer nos désaccords et en même temps renforcer le collectif, euh, comment on peut sortir de ce conflit d'une manière qui va renforcer notre cohésion. Voilà, c'est ce type de questions qui permettent aux individus de pas seulement se mettre dans un rapport duel, mais aussi de prendre la place finalement de l'équipe pour envisager le groupe en entier. Et enfin, hyper important dans les séances de coaching d'équipe, c'est de pouvoir créer ce que Winnicott appelle l'espace transitionnel, c'est-à-dire un espace d'élaboration qui permet d'exprimer un peu plus de soi-même tout en commençant à mieux accepter la réalité externe. Alors, je le dis de façon un peu théorique ici. Je n'ai pas le temps de vraiment tout développer. J'en dis beaucoup plus dans la formation, mais c'est vraiment cette idée d'air intermédiaire qui permet de faire le lien entre notre réalité interne et la réalité externe.
Et dans cette ère intermédiaire, on va à la fois développer notre créativité et aussi développer notre tolérance à la frustration et donc pouvoir s'adapter mieux au réel. Euh, alors, cet espace transitionnel, beaucoup d'exercices de coaching le permettent. C'est tout ce qui est jeu, métaphore, narratif, déplacement dans l'espace, qui vont permettre aux individus de se regarder et de regarder les autres de façon différente, dans un cadre empathique, tout en développant la tolérance à la frustration et l'acceptation de l'altérité. Alors, une fois qu'on a posé tout ça, qu'on a permis au groupe de faire l'expérience de cette ère transitionnelle, ça ne suffit pas. Ensuite, il va falloir que cette confiance, cette nouvelle confiance créée, s'inscrive dans un certain nombre de comportements et qu'il puisse y avoir une sorte de discipline relationnelle ensuite qui s'établisse dans l'équipe. Alors, cette discipline relationnelle, on revient sur les éléments apportés par Amy Edmondson, c'est-à-dire oser la vulnérabilité, réguler aussi ses émotions pour pouvoir les exprimer d'une façon qui ne détruise pas le cadre contenant. Euh, Développer des pratiques de feedback, donner en recevoir, monter sur les différentes marches là, de l'échelle proposée par Timothy Clark aussi. Et puis, enfin, au-delà du coaching d'équipe, oui, pardon, ce que je voulais dire aussi sur l'entraînement à la discipline relationnelle, le coach n'est pas un formateur, mais il peut quand même guider sur ce sujet. Et aussi, c'est surtout sa façon d'être. Il va être extrêmement modélisant sur ce sujet. Donc, sur tout ce qu'il va pouvoir montrer et expliciter de ces éléments de discipline relationnelle vont être modélisants. Et puis enfin, on a l'ancrage par les rituels d'équipe. Je parlais de cadre symbolique tout à l'heure. S'il n'y a pas de rituel ensuite qui viennent actualiser les différentes intentions qui ont été mises à jour dans l'équipe, ça tombe, les habitudes reviennent et l'homéostasie du système revient. Donc, il est hyper important que en dehors après les séances de coaching, il y a un certain nombre de rituels d'équipe qui ancrent les nouvelles intentions. Donc, c'est la façon dont on se réunit précisément, c'est les séances de régulation d'équipe, etc., la façon dont on explicite nos modes de décision, etc. Alors, on a un beau programme, hein, ah oui, j'ai oublié le dernier élément, ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Donc, la mesure, ça peut aussi être une action proposée par le coach d'équipe pour régulièrement, une fois que l'équipe est mûre sur le sujet, euh, un certain nombre de questions de perception individuelle qui font que l'ensemble des perceptions individuelles peut créer une perception collective. Et donc, ça peut être intéressant de doter l'équipe d'un outil qui lui permet de répondre régulièrement, tous les trimestres, par exemple, ou tous les mois, sur le sujet de la sécurité psychologique. Et ça peut être aussi débriefer et être la base de séances de régulation d'équipe. Alors là, je vous ai mis les questions qui sont proposées par Amy Edmondson. Elles peuvent tout à fait être adaptées à un certain contexte. On peut aller chercher d'autres éléments. Euh, je trouve personnellement que certaines de ces questions sont difficiles à débriefer en collectif parce qu'elles invitent parfois à la recherche d'un ou plusieurs fautifs. Donc, je vous invite à les adapter et à pourquoi pas aller en chercher d'autres. Alors, donc je résume. Observation, travail avec le manager ou l'équipe dirigeante, les séances de coaching elles-mêmes et la mesure. Donc, on a un bon programme, mais pour euh, terminer oui, la conférence, hein, voilà, la partie conférence de la conférence, après je vous inviterai à participer.
Maintenant que j'ai construit tout un programme, je voudrais le déconstruire parce qu'il y a un certain nombre de limites et de points de vigilance sur ce concept de sécurité psychologique. Alors déjà, il me semble qu'il y a des faux amis, euh, et notamment le sujet de l'appartenance. Alors Timothy Clark dit que l'appartenance, c'est le premier degré de la sécurité psychologique, qu'on a besoin d'appartenance. C'est vrai. J'ajoute que si on est dans des équipes, dans des groupes avec un trop fort sentiment d'appartenance, ça va être très difficile de franchir les autres marches de la sécurité psychologique. Quand il y a une très très forte appartenance, ça veut dire que les codes et les convenances du groupe font partie de l'identité des individus. Du coup, ça veut dire que toute remise en question de ces codes pose des enjeux identitaires très forts. Et donc, ça va être difficile dans des équipes avec très fort sentiment d'appartenance de remettre en question, d'exprimer des désaccords. Euh, donc, le sujet de l'appartenance, ça donne un sentiment de sécurité, mais c'est pas sûr que ça permette la performance adaptative que Amy Edmondson associe au sujet de la sécurité psychologique. Il y a un autre faux ami, il me semble, c'est l'illusion groupale. Alors, l'illusion groupale, qu'est-ce que c'est? C'est un concept avancé par Didier Anzieux, celui de l'enveloppe groupale. Donc, Didier Anzieux dit que certains groupes se construisent une enveloppe groupale sur un mode défensif et se considèrent comme des groupes extrêmement bons. Dans l'illusion groupale, on se sent bien, on se sent en sécurité. Mais ce qu'il dit, c'est que c'est une illusion. Souvent, c'est des groupes qui peuvent. Enfin, on peut avoir beaucoup d'illusions groupales dans des contextes où justement il y a beaucoup d'incertitudes, puisque c'est des groupes qui vont être défensifs. Et c'est des groupes où finalement le sentiment de sécurité et de on est bien ensemble euh, se gagne parce que d'un autre côté, on nivelle euh, toutes nos différences individuelles. Et c'est justement des groupes où c'est très mal vu de se montrer asymétrique, différent, etc. Donc c'est des groupes qui vivent sur une illusion d'immortalité, euh, une idée que la menace est à l'extérieur ou alors à l'intérieur. Le groupe va se construire contre une menace extérieure ou contre un bouc émissaire interne. Et c'est des groupes extrêmement résistants au changement et où certainement il ne faut pas remettre en cause le fonctionnement du groupe. Sinon, on est tout de suite exclu. Donc là aussi, sentiment de sécurité et pour autant, groupe qui n'est pas du tout favorable à l'expression individuelle et des différences et de remise en question. Donc je pense qu'il y a des faux amis et il faut être vigilant sur qu'est-ce que chacun projette sur le sujet de la sécurité psychologique. Ensuite, il y a des différences individuelles aussi dans les besoins qu'on a de sécurité. Et c'est important à prendre en considération dans le coaching d'équipe aussi. Je vous reparle des théories de l'attachement. Donc, dans les théories de l'attachement, on a différents styles relationnels. Donc, j'ai parlé du style sécure, mais on a le style insécure évitant, le style insécure anxieux et le style désorganisé. Ces différents styles vont pas du tout avoir la même interprétation de ce qui est sécurisant et de ce qui n'est pas sécurisant. Par exemple, le style sécure évitant va considérer que tout ce qui est manifestation émotionnelle, trop grande proximité relationnelle est très insécurisant. À l'inverse du style anxieux, qui va considérer, qui va être dans une quête, au contraire, insatiable d'expression, d'être accepté pour qui je suis, etc., d'être apprécié, d'être aimé, et qui va rechercher une grande proximité relationnelle. Donc là, on voit que forcément, ils vont pas avoir les mêmes attentes par rapport à ce que peut leur apporter l'équipe, ce que doit leur apporter l'équipe ou l'entreprise. Donc, attention à ces différentes projections et aussi, c'est intéressant de voir en tant que coach
quelles sont nos attentes de sécurité qu'on projette sur l'équipe accompagnée ou sur l'entreprise ou ce que doit être une bonne entreprise, une bonne organisation. On peut, enfin, je trouve qu'avec ce concept un peu trop, si on le galvaude, on peut renforcer une certaine position infantile finalement par rapport à l'entreprise ou par rapport à l'équipe qui devrait être la bonne mère qui guérit les blessures. Et puis si elle n'est pas totalement la bonne mère, ça devient la mauvaise mère. Et on peut avoir un certain nombre de recherches de compensation et de projection qui fait qu'on est dans le déni aussi que l'entreprise, l'équipe peut être aussi le lieu d'un certain nombre d'asymétries, de limites, de frustrations, voire de déceptions. Euh, donc, ceci étant posé comme limite au concept, euh, il me semble que c'est quand même un concept intéressant, un idéal finalement qu'on peut considérer. Enfin, il est intéressant de le voir comme un idéal aspirationnel, comme une ambition, comme un chemin plutôt qu'un état. Et c'est justement cet idéal qu'on sait ne jamais pouvoir atteindre totalement, qui peut créer de l'énergie, qui peut créer de la motivation et finalement permettre à ce que l'équipe soit un espace de transformation. Donc, ma proposition finale, c'est que la sécurité psychologique, c'est un chemin plus qu'un état. Et donc, le coaching d'équipe peut être une voie pour rentrer sur ce chemin, mais pas donner l'illusion qu'on va l'atteindre une fois pour toutes. Alors, j'arrête le diaporama parce que c'est bien, parce qu'il reste un petit quart d'heure, je crois, pour... Merci Marine, parfait timing en effet. J'arrête Merci le... à toi pour cette Je suis dans le... présentation. Mettre un peu de lumière. Y a-t-il des questions dans l'Assemblée pour Marine? Vous pouvez les poser dans le chat, mais vous pouvez aussi tout simplement prendre la parole en n'oubliant pas évidemment, de remettre votre micro actif. Alors, Ou des partages aussi de qu'est-ce que on ça vous évoque. partage. On avait un premier partage d'ailleurs qui a été fait. Je t'ai pas interrompu tout à l'heure à Ah, 18h46. Exigence et bienveillance, malheureusement déjà galvaudées en entreprise. Les managers 1.0 l'ayant catégorisé dans le bullshit. Beaucoup de travail, notamment pour nous les coachs, pour remonter la pente. Trois petits points. c'est le danger de tous les concepts, hein. Une fois qu'ils sont utilisés comme des étendards, on ne sait plus trop ce que ça veut dire et ça évite de travailler sur soi ou sur le fonctionnement d'équipe. Une question d'Éric. Pour une équipe qui a plusieurs managers, quel travail? Point d'interrogation. Avec tous. Alors, c'est pour une équipe qui a plusieurs managers, quel travail? Alors, Euh, pour une équipe qui a plusieurs managers, point d'interrogation, quel travail? Point d'interrogation. Mais j'imagine qu'effectivement, ça concerne donc peut-être une structure matricielle et comment on ouais, fait de la sécurité psychologique quand on a un management bicéphale, tricéphale. Oui, bonjour, je peux préciser si vous voulez. Oui, Oui, très c'est bien, une Eric, équipe merci. où chaque membre, en fait, dépend d'un manager différent. chaque Ah, membre plus dépend d'un complexe. manager différent. Oui, parce qu'on est dans des matriciels où on a une équipe, effectivement, qui travaille ensemble, mais les membres de l'équipe dépendent hiérarchiquement de managers différents. C'est une équipe projet, donc. Oui, Ouais. Alors, enfin, il y a pas y a pas de réponse unique, mais effectivement, du coup, le deuxième point de mon programme, là, est plus difficile. Alors, je pense que dans une équipe projet, il y a quand même une organisation, il y a des rôles. C'est, enfin, l'équipe elle-même, enfin, il y a le sujet de la structure organisationnelle, du management, mais il y a toujours un champ de liberté laissé. Et, et l'équipe elle-même, l'équipe projet, peut elle-même se doter d'un climat relationnel qui va permettre de prendre des risques interpersonnels, hein. Je reviens sur la définition. La sécurité psychologique, c'est une croyance partagée
que on peut prendre des risques, que l'équipe est un lieu sûr pour prendre des risques interpersonnels. Donc, euh, l'équipe, si elle fonctionne ensemble, elle a forcément un fonctionnement ensemble, hein, si c'est une équipe, elle peut développer ce climat. Après, évidemment, ça va être beaucoup plus facilitant si autour d'elle, il y a des facteurs favorables aussi. Voilà. Donc, ça dépend de votre mandat aussi, hein, avec qui vous Oui, travaillez. ça marche. Merci. Une question de Nicolas, Marine, question technique. Comment interpréter les termes paternalisme et exploitation dans le schéma des étapes de Timothy Clark? Ouais. Alors, enfin, on retrouve l'analyse transactionnelle là, avec alors je vais me le remettre sur. Je l'ai imprimé. Protection et En permission. abscisse, voilà, protection, et en ordonnée, permission ou l'inverse. Mhm. Bah, l'idée, c'est que si on a une organisation avec une très forte protection, mais pas de permission, c'est-à-dire pas de possibilité de s'exprimer, de dire des désaccords, etc., bah, on est dans un style paternaliste, hein, donc ça apporte beaucoup de sécurité, mais c'est infantilisant. Et puis d'un autre côté, s'il y a beaucoup de permissions, c'est-à-dire challenge, euh, mais pas de protection, ben on est potentiellement dans une exploitation. Ça reprend un peu différemment l'idée de Edmondson qui dit qu'il faut allier bienveillance et exigence, hein. Je reprends les mots étendards. Voilà. Donc c'est au milieu des deux, c'est en ayant les deux, protection et permission, qu'on peut monter l'échelle de la sécurité psychologique. Et merci Marine. Alors, quelques interventions supplémentaires. Alors, Louis dit équipe projet. Alors, évidemment, hein, vous commentez si vous voulez, hein, ce que je me fais simplement l'écho de votre parole, un premier écho. Non, Équipe mais projet. Frédéric, je vais prendre la parole. Tout à l'heure, Ah, vas-y, quelqu'un a pris Louis, la commence. parole, a demandé, mais il y a une équipe projet avec trois patrons des membres de l'équipe projet, mais j'imagine l'équipe projet a un leader quand même. Ou alors, enfin, c'est une cour de récréation, mais je pense qu'il y a un leader. C'est en réponse à l'autre intervention, Oui, c'est c'est ça? ça. Enfin, je voulais Ouais, contribuer à la discussion tout à sur la fait. groupe de projet matriciel, Ouais, où effectivement les trois personnes qui étaient citées ont des patrons différents, mais j'imagine que quand il y a un projet, il y a quand même un chef de projet. ouais. Ouais, merci de compléter, effectivement. Mais, et donc, c'est intéressant que enfin, la personne qui a posé la question enfin, nous réponde là-dessus. Est-ce qu'ils arrivent à gérer un projet avec trois chefs de projet? Alors, c'est une Scrum Team, une équipe Scrum, avec un Scrum Master, un PO. Donc, il y a les leaders dans les rôles et aussi les leaders, on va dire, informels. Donc, Mais il peut y avoir plusieurs une leaders. équipe Scrum, pardon, elle a un leader? Il y a un Scrum Master, non? Il me Oui, semble. Ah, ok, tout à fait. d'accord. Euh, alors, je connais moins bien ce type d'équipe, mais après, qui est, par exemple, la personne qui s'occupe du cadre relationnel? Il y a peut-être quand même quelqu'un qui est dans l'animation. Et c'est intéressant que cette personne qui est dans l'animation puisse devenir un allié dans le coaching, pour Oui, travailler avec cette personne. c'est le cas. C'est le cas. Ouais. C'est le Scrum Donc, Master et il est aussi le coach de l'équipe et il s'occupe aussi effectivement de mettre en place la sécurité psychologique. Mm. Mais on sait que le contexte managérial derrière joue aussi sur les membres de l'équipe. Donc même s'il y a un leader et qu'effectivement le Scrum Master essaye de mettre en place la sécurité psychologique, avec la culture organisationnelle de cette entreprise et ce qui redescend du management hiérarchique, ben, c'est plus difficile. Mm. Bah, de toute façon, il y a toujours une tension hein, entre l'équipe projet et les équipes hiérarchiques dans les structures matricielles. Euh, on ne peut pas forcément l'annuler, cette tension, mais rendre les individus et les équipes conscientes de ce qu'ils vivent aussi comme injonction contradictoire, je pense que ça apaise aussi beaucoup. Merci.
Est-ce que tu peux préciser les apports de la formation évoquée tout à l'heure par rapport au thème de ta conférence? Euh, je vais enrichir ma formation parce que je n'abordais pas jusqu'ici le thème tel quel de la sécurité psychologique. Alors, je l'abordais peut-être différemment avec d'autres mots. Euh, En tous les cas, dans la formation, on parle beaucoup de la question du cadre contenant, de l'espace transitionnel, de l'enveloppe groupale. Et on va aussi sur des éléments infra, on va dire, euh, qu'est-ce que c'est être dans un groupe, qu'est-ce que ça nous fait vivre, qu'est-ce que ça nous fait vivre aussi comme angoisse archaïque qui font que le thème de la sécurité psychologique, par exemple, c'est pas une évidence. C'est pas simple de se sentir en sécurité dans un groupe. Il y a des tensions inhérentes au fait d'être dans un groupe. Simplement, les éléments de sécurité psychologique vont nous permettre de peut-être vivre ces tensions d'une meilleure façon. Mais donc, on parle beaucoup de comment on se construit par le groupe, de comment on vit dans le groupe. Donc, ça invite à s'analyser aussi par rapport au groupe. Et on parle aussi de méthodes de coaching pour prendre en considération et traiter ces différents éléments de angoissants ou excitants dans la vie d'équipe. Mhm. Ok, merci bien. Et une question sur la manière, l'utilisation du terme, utiliser ce terme de sécurité psychologique, ces mots exactement, est-ce que c'est pertinent devant l'équipe et cela ne peut-il pas faire peur? Bah, je sais pas comment on dit, j'acquiesce. Je plus sois. Je plus sois, ouais. Euh, oui, effectivement, je pense qu'on peut. C'est plutôt bien d'en faire sans le dire, je pense. Voilà. Après, si la demande elle est exprimée telle quelle, on peut en parler. Mais s'il n'y a pas de demande spécifique sur la sécurité psychologique, je pense que c'est plutôt un concept qu'on peut garder pour soi et instiller au fur et à mesure de l'accompagnement un certain nombre d'idées autour de ce sujet. On n'est pas forcément obligé de le nommer. Je suis d'accord. Alors Nadine nous dit que ça lui fait penser au sentiment d'importance, compétence et amabilité dans l'élément humain. Voilà. Ouais, oui, oui, tout à fait. D'accord. L'échelle de Clark, elle est assez proche de l'élément humain. Je suis d'accord. Mhm. Roderick, je voudrais bien poser une question Oui, Thomas, vas-y, bien sûr. à Louis. Bravo, en tout cas, c'était très intéressant, Marine. Bravo. Moi, j'ai une question quand même, bah, notamment au travers de ton expérience à la SNCF, j'imagine, mais ailleurs, les équipes bougent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a du turnover, surtout quand on est sur des équipes de direction. Comment on réembarque, en fait, grâce au coaching d'équipe, les nouvelles personnes pour qu'elles se mettent à niveau des attentes du collectif telles qu'elles ont été définies lors du coaching? Ben là, je vais renvoyer à la formation de Roderick. Euh, euh, bah, Tout dépend du taux de turnover, puisque bon, si c'est un ou deux changements, en général, la culture existante embarque assez facilement les nouveaux éléments. S'il y a une grosse transformation de l'équipe, c'est une nouvelle équipe. Alors, il faut créer une nouvelle culture. Voilà, je pense. Qu'est-ce que tu dirais, Roderick? Oui, oui, non, je te laissais, je te laissais développer. Et peut-être si on reprend les risques que tu évoquais tout à l'heure sur notamment la question du sentiment d'appartenance et celui de l'illusion groupale. Donc, c'est peut-être d'essayer d'analyser le type d'équipe auquel on a affaire, alors soit en tant que manager, soit en tant que coach d'équipe, et de voir effectivement de quelle manière le nouvel entrant arrive de la sorte à se faire à se faire sa place en fait, et consacrer du temps finalement à cette place qui peut être acquise au sein du collectif. Parce que d'emblée, il ne sera pas forcément évident qu'il y parvienne seul.
si on a un groupe effectivement qui fait de la cohésion en contre ou un groupe qui est en effet de bande, donc, ce que tu racontais. Oui, non, mais merci parce que tu as vu une autre question derrière la question. J'étais très dans la réponse immédiate. Oui, effectivement, bah, les nouvelles personnes, c'est finalement une bonne chance de voir quelle est la solidité du collectif et quelle est sa capacité d'inclusion et sa capacité d'accueil de quelque chose de différent. J'ai rendez-vous à 19h50. Y a-t-il d'autres questions? Il nous reste deux Ah bon? minutes, deux petites minutes avant de se Il y a séparer. Il quoi y a un là? micro d'ouvert, probablement, dans Maintenant, l'assemblée. tu crois qu'elle va faire quoi? Je crois. Pendant la Avec une journée, c'est conversation qui limite ne un peu semble pas plus. nous concerner. Maintenant, ça risque d'être un heure. Frédéric, moi j'avais. D'accord. Bon. Bonjour tout le monde, c'est Thomas de Ramelard, Oui, Thomas. petit coucou de la Belgique et d'Eurostar, parce que j'ai entendu qu'il y avait des gens SNCF, donc bonjour tout le monde, merci Marine. Moi j'ai deux notions en fait qui ont attiré un peu mon attention, c'est dans le concept d'Edmondson la haute exigence et d'un autre côté cette notion d'illusion groupale. euh, et quand je fais le lien dans ces deux éléments-là, moi me vient un petit peu parfois un inconfort que j'ai parfois avec la posture du manager ou du donneur d'ordre, qui sont parfois persuadés d'être dans le bon, de mettre le bon niveau d'exigence, alors que parfois il est vraiment considéré trop élevé, en tout cas par l'équipe qui est en place. Et on se rend compte alors qu'il y a cet élément illusion groupale que je constate. Et donc je me demandais un peu si vous avez des partages à faire justement quand vous avez comme ça un manager ou un donneur d'ordre qui est en termes de haute exigence peut-être un peu trop haut. euh, comment agir dans ce genre de situation? C'est-à-dire ce que vous décrivez, c'est donc un manager qui passe une haute exigence et du coup en mode réactif, l'équipe qui va se construire en illusion groupale pour pouvoir résister. Ok. Bah, quand on a l'occasion, c'est aussi déconstruire qu'est-ce qu'il y a derrière cette exigence. C'est quoi en fait comme exigence? C'est par rapport à quel objectif de performance? Parce que il y a il y a des exigences qui sont des exigences peut-être liées à la personnalité ou, le système dans lequel le manager est, mais qui n'ont pas de, de- de consistance réelle par rapport à l'objet de travail. Donc, il faut essayer de voir dans ces exigences qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui va permettre à l'équipe de se dépasser et de vraiment transformer le réel, quoi. Et qu'est-ce qui est d'un autre ordre, en fait. Enfin, il me semble que c'est intéressant de travailler là-dessus. Alors là, je parle de travail avec le manager et avec l'équipe. Et le manager, c'est reconstruire la confiance, hein. Si. Et certainement, Thomas, si je peux me permettre de compléter, on peut aussi aborder cette réflexion que tu poses par la question de la répartition des pouvoirs d'agir. C'est Et je ça. pense que le trop-plein d'exigences à l'endroit du manager est synonyme en général d'un moindre pouvoir d'agir pour le reste du collectif. Et donc, comment on peut rééquilibrer les forces finalement entre le collectif et le chef? Ça peut être une autre voie aussi de travail en coaching d'équipe. Et pouvoir individuel dans les champs de force. Merci Roderick. D'autres questions? Non. Alors, la conférence est enregistrée, donc vous aurez la possibilité d'apprendre par cœur les paroles de Marine, si vous le souhaitez. Le support vous sera évidemment envoyé. Voilà, donc merci en tout cas de vous être rendu présent pour écouter Marine. Merci à Marine pour le temps que tu nous as consacré, c'était tout à fait passionnant. Ben, merci beaucoup pour votre écoute, pour vos réactions. Ben, j'espère que ça vous a intéressé. Et à bientôt, j'espère. Voilà.
Merci à toi, merci à tous. Alors, pour information, la prochaine webconférence, l'avant-dernière de l'année, se tiendra le 27 novembre prochain. Elle sera animée par Véronique Enaf, qui co-anime le parcours approche et pratique du coaching d'organisation au sein de l'école. Et elle aura pour thème éthique, déontologie et cadre dans les accompagnements collectifs. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et au plaisir de vous revoir bientôt d'une manière ou d'une autre. Salut! Merci Merci. Marine. Merci, Merci bonne beaucoup. soirée. Merci Marine, merci Merci, David. Pareil, bravo. intéressant. Bravo, très instructif. Merci à vous.